Eh bien, il semble que les répercussions de la guerre de Trump contre l'Iran ne se voient pas seulement à la pompe, mais aussi dans les assemblées publiques du GOP. On dirait que le slogan America First coûte cher quand la pompe à essence se met, elle aussi, à voter. Le Parti républicain, et vous avec, continuez de l'encourager. Vous êtes tous des lâches et des complices. Donald Trump a remporté l'élection de 2006 dans mon État et dans d'autres. Dans mon comté, au Wyoming, on a vu des distributions records de Meals on Wheels. C'est le signe que de plus en plus de gens se tournent vers l'aide alimentaire subventionnée. Alors oui, je suis inquiet, je l'admets, mais pour l'instant, je reste patient. Ce n'est pas seulement le pape qui exprime ses inquiétudes au sujet du conflit avec l'Iran. Des électeurs le disent aussi directement au visage de candidats républicains lors d'un événement en New York centré sur le représentant Mike Lawler. Et clairement, la discussion s'est pas déroulée comme lui et les républicains l'auraient souhaité. Les électeurs ont très vite ramené la conversation vers la guerre. Lors de cette assemblée publique, un électeur a dit à Lawler que la guerre, je cite, met des vies en danger. Un autre a évoqué la peur d'un retour de la conscription. Rien ne respire la stabilité comme une salle qui se demande si la conscription pourrait revenir. Mais il y a cette guerre en cours, est-ce que ça rend les choses plus difficiles? Non. Écoutez, le président a pris une... Vous ne pensez pas que cette guerre complique les choses pour les républicains? Je ne m'inquiète pas des conséquences politiques d'une décision, juste, le congressiste new-yorkais Mike Lawler, qui se trouve dans une circonscription cruciale et très disputée, a reçu de plein fouet la colère de ses électeurs hier soir lors d'une assemblée publique. Une partie de l'échange ressemblait à ceci. Je pense que vous avez bon cœur, mais honte à vous pour votre soutien à Donald Trump, à ses partenaires d'affaires et à Netanyahou qui ont mis l'Amérique au second plan. Juste un exemple, est-ce qu'on doit au moins lui reconnaître le mérite d'avoir accepté d'affronter la salle? Êtes-vous surpris que pratiquement aucun républicain n'aille tenir des assemblées publiques? Pas du tout. Pourquoi voudriez-vous vous présenter devant des gens qui vont vous crier après? Ils ont vu ce qui s'est passé, même dans des circonscriptions républicaines ou disputées, en janvier et avant cela, quand ils ont essayé de le faire. Alors maintenant, tout à coup, ils ne le font plus. C'est fou comme écouter le peuple devient moins séduisant quand le peuple répond vraiment. Je lui donne quand même du crédit pour s'être présenté et pour avoir encaissé. Il le fallait. Il joue littéralement sa survie politique. Je connais Mike Lawler personnellement et je l'aime bien sur le plan humain. Mais son vrai problème, c'est que il va sans arrêt à la télé par câble et s'implique constamment dans des enjeux nationaux où il se retrouve obligé de défendre Donald Trump. Dans une circonscription de banlieue à New York, en ce moment, c'est pas une bonne stratégie. Il faut garder en tête qu'on parle ici de la 17e circonscription de New York, une circonscription remportée par Biden, renversée par les républicains, et qu'ils doivent maintenant défendre. Et ce contexte est essentiel. Ce ne sont pas des électeurs de l'opposition. Ce n'est pas la gauche radicale. Ce sont exactement les électeurs que les républicains doivent conserver s'ils veulent espérer tenir le coup aux élections de mi-mandat et aux prochaines échéances. La circonscription de Lawler est l'une des plus compétitives du pays. Elle a basculé du côté républicain en 2022, mais de justesse. Autrement dit, le moindre changement sérieux dans l'humeur de l'électorat, surtout sur un sujet aussi visible que la guerre, peut la faire rebasculer. Défendre Trump dans une circonscription pivot, c'est comme faire de l'équilibre au bord du vide. Et comme la guerre dominait l'Assemblée publique, Lawler s'est retrouvé sous pression de toutes parts. Il y a eu des huées, des cris, des réactions hostiles. Des électeurs frustrés par l'administration Trump et par l'appui de Lawler à la guerre américano-israélienne contre l'Iran, une guerre chaotique et coûteuse, ont fait entendre leur voix. Lawler, qui aime se présenter comme un modéré mais qui légifère comme un sioniste MAGA, est resté ferme dans son soutien à Trump et à la guerre. Il a déclaré, je cite, « Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que ce régime n'obtienne jamais l'arme nucléaire. » La foule n'était pas convaincue. Un homme a même été expulsé après avoir crié que le parti républicain était, je cite, « moralement en faillite » et dirigé par, je cite encore, « des leaders sans colonne vertébrale ». Encore deux phrases qui ont été applaudies par la salle. Et la raison est simple.
les électeurs ressentent en temps réel l'impact concret de cette guerre. Une guerre qui coûterait plus d'1 milliard de dollars par jour. En parallèle, le prix du pétrole grimpe, l'essence augmente et la pression inflationniste continue de monter. 1 milliard par jour, c'est une drôle de façon de tester la solidité d'un slogan. On se dit déjà que tout coûte trop cher et quand on a un enfant, on n'achète plus vraiment pour soi. Tout va à cet enfant. On pense à lui tout le temps. Alors, quand les électeurs se présentent en colère, ils ne réagissent pas seulement à la politique étrangère. Ils réagissent aussi au fait que leur coût de la vie se retrouve lié à une guerre que le parti de Mike Lawler prétendait ne jamais vouloir escalader. Pas de nouvelle guerre, si je me souviens bien. Écoutez, j'espère qu'on finira par obtenir une entente vraiment solide et que tout le monde de notre côté obtiendra ce qu'il recherche. J'espère aussi qu'on pourra revenir à certains des objectifs de départ avant que les poteaux ne soient déplacés de façon très marquée vers ce dont parlait le secrétaire Rubio, ce que j'appelle les objectifs réduits, les skinny goals, un peu comme une version maigre d'un grand plan initial. C'est peut être possible, mais à ce stade-ci, on dirait que les positions restent très éloignées. Il y a cette offre de 5 ans des Iraniens. Apparemment, nous avons demandé 20 ans. Et même ça, c'était pas satisfaisant pour le président Trump, notamment sur la question de l'uranium enrichi. Quand les objectifs changent sans cesse, l'équipe de communication finit par courir après sa propre version des faits. Alors je souhaite bonne chance aux gens qui sont engagés là-dedans. Et je pense que Dana soulève un très bon point. Il ne faut pas y aller simplement pour avoir l'air d'essayer de conclure un accord. Il faut maintenir la pression et montrer qu'on est sérieux lorsque l'autre camp revient à la table. Mais en ce moment, tout le monde a les yeux tournés vers le détroit d'Ormuz, qui est le point d'étranglement central dans ce conflit. Le détroit d'Ormuz était ouvert avant tout ça. Donc, au fond, nous tentons maintenant de gérer un blocage qui existe à cause de ce que nous avons nous-mêmes déclenché. En clair, nous essayons essentiellement de réparer les conséquences de nos propres actions, et Donald Trump s'assoit avec Maria Bartiromo et dit que cela leur prendra 20 ans pour reconstruire leur programme. Vous vous souvenez de ce que tout le monde disait à propos de Fordo l'été dernier? On nous disait que leur programme nucléaire avait été anéanti, qu'il n'y avait aucune possibilité de le reconstruire. Et quelques mois plus tard, on nous reparle soudainement de 11 bombes nucléaires possibles en quelques semaines, ou peu importe le chiffre lancé alors par Bibi Netanyahou, apparemment totalement anéanti est devenu une formule à durée très variable. On reçoit donc des signaux franchement contradictoires sur ce que ce régime est réellement capable de faire. Et le point que soulève Mark Warner sur le régime est important, parce qu'on ne parle plus vraiment ici de changement de régime comme certains Israéliens l'espéraient au départ. Ce n'était déjà pas un scénario idéal d'imaginer le fils de l'ayatollah prendre la relève, alors que tout le monde s'entend pour dire qu'il serait encore plus dur. Mais le Wall Street Journal a publié aujourd'hui une analyse approfondie sur ce à quoi pourrait ressembler le régime après la guerre. On y cite l'ancien chef du dossier iranien, du côté israélien, qui dit « La guerre a changé le régime, et pas dans le bon sens. Nous avons créé une réalité pire pour les Iraniens que celle qu'ils connaissaient avant la guerre. » Et ce nouveau chef de la sécurité nationale, Mohammad Bagher Zolgader, j'écorche, peut être son nom, est un ancien commandant des gardiens de la Révolution. Apparemment, il était tellement extrême que, lorsqu'il était en fonction, Soleimani aurait lui-même quitté pendant un moment. Le même Soleimani que Trump disait avoir humilié, vous vous souvenez de cette rhétorique? Selon ce récit, Zolgader était tellement violent, tellement radical, que même Soleimani avait besoin de prendre ses distances. Donc si on sort maintenant avec un accord, on laissera en place un régime encore plus dur que celui de l'ancien ayatollah. Et c'est un élément important à considérer. Donc la grande stratégie aura être surtout servi à durcir encore davantage les plus durs, brillants. Voilà pourquoi des républicains comme Lawler se retrouvent dans une position très inconfortable. Ils ne peuvent pas rompre complètement avec Trump. Alors ils se livrent à toutes sortes de contorsions verbales pour présenter ce conflit comme quelque chose de limité ou comme une douleur temporaire au nom d'une sécurité à long terme. Je veux revenir sur quelque chose qu'a dit le sénateur Kaine. Il ne s'agit pas d'une opération militaire illégale.
le président est pleinement dans son droit de mener cette opération. La War Power Resolution et le War Power Act lui donnent de 60 à 90 jours pour conduire ce type d'action et le Congrès a été légalement informé dans les 48 heures suivant l'incursion initiale. Donc, pour Tim Kaine ou pour n'importe quel autre démocrate, affirmer que tout cela est illégal, surtout après que tant de démocrates, dont Chuck Schumer et Nancy Pelosi, ont soutenu la guerre de 7 mois de Barack Obama en Libye, c'est au mieux hypocrite. Et au pire, c'est une tentative de brouiller les pistes auprès du peuple américain. Sauf que ce ne sont pas seulement les démocrates qui soulèvent la question, il y a aussi des républicains, et il faut insister là-dessus. Le sénateur républicain John Curtis de l'Utah a écrit mercredi, je cite, « La Constitution attribue clairement et explicitement au pouvoir législatif le droit de déclarer la guerre. Permettre à un président de mener une guerre continue sans déclaration de guerre du Congrès revient à vider cette autorité du Congrès de tout son sens. » La théorie juridique MAGA a souvent l'air béton, jusqu'au moment où quelqu'un ouvre vraiment la Constitution. Pendant ce temps, l'homme devant qui il plie le genou change de ton d'un jour à l'autre, se chamaille avec le pape et se met lui-même en scène comme Jésus. Et malgré ça, des figures comme Mike Johnson sont encore incapables de le condamner clairement. Monsieur le président Johnson, puis-je vous poser une question sur la publication où le président se montrait comme Jésus ? Est-ce que c'était du blasphème ? J'ai parlé au président dès que je l'ai vu. Je lui ai dit que je ne pensais pas que cela avait été reçu de la manière dont il l'avait voulu. Il était d'accord et il l'a retiré. C'était la bonne chose à faire. Il m'a expliqué comment il voyait ça. Et je ne pense pas qu'il croyait du tout que c'était sacrilège. Donc, pensez-vous qu'il devrait revenir ? Je pense qu'il montre beaucoup de respect envers les autres, mais je ne vais pas le fait de l'avoir retiré. Une réaction aux commentaires de Donald Trump sur le pape durant le week-end, je dirais probablement que le pape devrait se concentrer sur son rôle, guider son troupeau, diriger l'Église et rester en dehors de l'arène politique. Il n'a pas à s'impliquer dans l'arène politique, qu'il dirige son Église, mais qu'il reste à l'écart de la politique. Nous n'avons pas élu le pape pour être président ou quoi que ce soit d'autre. Donc qu'il se concentre sur les affaires de l'Église et qu'il reste en dehors de la politique. Pour des gens qui réclament le respect en permanence, ils passent un temps fou à dire aux autres de rester à leur place. Mais si vous voyez ce rôle comme celui d'un guide pour éloigner son troupeau de non, qu'il guide son troupeau, concentrons-nous sur le comportement, sur tout le reste, qu'il se concentre simplement sur son troupeau. Donald Trump est notre président, pas le pape. Je n'ai pas élu le pape pour être président. Merci. Mais revenons à l'honneur. C'est exactement comme ça que le changement commence. C'est comme ça qu'un siège bascule. Pas avec un raz-de-marée immédiat, mais avec des moments comme celui-ci, des assemblées publiques tendues, où les électeurs expriment leur frustration. Et on voit déjà la tendance depuis le retour de Trump au pouvoir, des démocrates qui renversent des sièges dans plusieurs assemblées législatives d'État, des élections spéciales où ils dépassent les attentes, et des marges républicaines qui rétrécissent, même dans des circonscriptions rouges autrefois confortables. À ce stade, ça commence à ressembler moins à du bruit qu'à une alarme. Voyons donc, sérieusement, de quoi parle-t-on ici ? Regardez ces déplacements. Je veux vous remettre ça en perspective historique. On parle de candidats libéraux ou démocrates qui dépassent le résultat présidentiel précédent. Dans le cycle 2025 à 2026, on parle de performances qui dépassent le point de référence de Kamala Harris. Regardez ça. La candidate libérale l'a dépassé de 20 et 1 point. 21 points. Et cela s'inscrit dans une tendance. En Virginie, dans la course au poste de gouverneur, le démocrate a fait mieux que Kamala Harris de 10 points. Au New Jersey, de 8 points. Et c'est encore meilleur que ce qu'on avait vu dans les cycles 2010 à 7 à 2010 à 8, quand les démocrates dépassaient la base d'Hillary Clinton par 1 point, 2 points, 4 points, parfois moins d'1 point. Cette fois-ci, l'écart est d'une autre ampleur. Et rappelons-le, les démocrates ont repris la Chambre en 2018. J'ajouterai aussi que la performance de Chris Taylor hier soir à la Cour suprême du Wisconsin a été la meilleure pour une candidate libérale dans un siège ouvert depuis au moins 30 ans. Dans cette course au Wisconsin, on parle d'un déplacement de 9 points. Et si on met la Géorgie en perspective,
dans cette élection spéciale liée au siège de Marjorie Taylor Greene, le signal est encore plus fort. C'est pas exactement le portrait d'un parti qui avance tranquillement vers les mi-mandats. Oui. Si vous trouvez impressionnante une surperformance de 20 et un point par rapport à la base de Kamala Harris, ce n'est rien comparé à ce qui s'est passé en Géorgie. Regardez ça. Encore une fois, remettons les choses en contexte. Dans les élections spéciales à la Chambre des représentants des États-Unis en 2025 à 2026, à quel point les démocrates ont-ils dépassé la base de Kamala Harris en 2024 ? En Géorgie, on parle d'une surperformance de 25 points. 25 points, c'est au-dessus de toutes les autres surperformances démocrates observées jusque-là, alors même qu'ils ont surperformé partout. On parle aussi de hausses marquées ailleurs, au Tennessee, en Arizona, en Virginie et en Floride. Mais la Géorgie se démarque nettement. C'est la plus forte surperformance démocrate dans une élection spéciale au Congrès depuis 2017, lorsque Doug Jones avait remporté l'élection spéciale au Sénat en Alabama. Et je dois dire aussi que certaines données par comté en Géorgie comme au Wisconsin étaient encore meilleures pour les démocrates dans plusieurs endroits clés. Harry, on en a déjà parlé, je n'aime pas recycler de vieilles analyses. J'aime ce qui est nouveau. Mais ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce que les élections spéciales nous disent sur les élections de mi-mandat ? Oui, j'ai déjà utilisé cette grille-là, mais je la reprends parce qu'elle reste extrêmement utile. Élections spéciales et résultats de mi-mandat, pourquoi regarde-t-on autant ces élections partielles ? Parce que 5 fois sur 5 depuis le cycle 2005 à 2006, le parti qui surperforme dans ces élections a ensuite remporté la Chambre des représentants des États-Unis. Et il faut aussi noter que les marchés de prédiction regardent ces résultats avec beaucoup d'attention. La probabilité que les démocrates remportent en 2026 à la fois la Chambre et le Sénat était de 29% au 1er janvier. Elle serait maintenant montée à 50 et 1%. Donc on ne parle plus seulement d'une possibilité de reprendre la Chambre, mais aussi d'un scénario où le Sénat pourrait suivre. Même les marchés commencent à comprendre que le chaos ne fait pas une grande stratégie de vente électorale. Oui, c'est bien ça l'enjeu. Le fait que la probabilité dépasse maintenant 50% pour inclure aussi le Sénat serait énorme pour les démocrates. Merci beaucoup Harry. Sérieusement, c'est majeur. Et je le rappelle, tout cela c'était avant la guerre contre l'Iran. Cette guerre n'a fait qu'accentuer la frustration des Américains. Alors quand des électeurs d'une circonscription républicaine clé expriment leurs inquiétudes sous les applaudissements d'autres personnes dans la salle, on ne peut plus réduire ça à de simples agitateurs comme Lawler essaye de le faire croire. Je veux dire, s'il veut le voir comme ça, très bien, qu'il se détende, qu'il lève le pied. Je suis sûr que son siège est parfaitement en sécurité. S'il veut appeler ça de l'agitation, l'urne, elle, pourrait choisir un mot beaucoup plus brutal. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.